Il permet de reposer et réparer nos cellules, de renforcer notre système immunitaire, de réguler nos hormones, de consolider notre mémoire, de mieux apprendre, de mieux résoudre nos problèmes cognitifs et de réguler nos émotions. Oui, le sommeil, c'est tout ça. Alors, comment mieux dormir? Bienvenue sur La vie en 2.0, le podcast qui discute les méthodes, les procédures et les outils pour optimiser votre vie au quotidien. Je suis le docteur Cyril Pernet, je suis neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Ce que je présente ici est séparé de mes activités de chercheur et d'enseignement. Mon but est d'utiliser mon expertise pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées pour améliorer mon quotidien, pour améliorer votre quotidien. Ce podcast sur le sommeil est largement inspiré par les podcasts du docteur Andrew Huberman sur le sommeil. Je vais discuter le rythme circadien et le rôle de la lumière, ensuite l'adénosine et l'accumulation de fatigue, et enfin quelques routines et les compléments alimentaires qui peuvent améliorer notre sommeil. Le circuit cérébral qui contrôle le rythme veille-sommeil est assez simple et dépend essentiellement des noyaux suprachiasmatiques. Les noyaux suprachiasmatiques, c'est un petit groupe de neurones, en fait deux groupes de neurones subthalamiques, qui font peut-être 0,25 mm3, environ 100 000 neurones. Et ce petit groupe de neurones, il contrôle les rythmes circadiens. Donc, c'est-à-dire le veille-sommeil, mais aussi les changements journaliers, par exemple, qui sont liés à la faim ou à la sécrétion d'hormones. Et l'horloge interne qui commande ces rythmes circadiens, en fait, est directement liée à nos gènes, à leur expression au jour le jour. En bout de la chaîne de ce circuit, on retrouve la glande pinéale, qui est en fait un organe qui est à l'origine de la mélatonine. Et la mélatonine, comme vous pouvez le savoir, ça aide à s'endormir lorsque ces niveaux montent. Et je parlerai de supplémentation en troisième partie. Donc les neurones qui sont dans les noyaux suprachiasmatiques, ils reçoivent des influx nerveux directement depuis les cellules de la rétine, dans vos yeux. D'où une importance primordiale de la quantité et de la qualité de la lumière. Les cellules dans les yeux qui projettent vers ces noyaux suprachiasmatiques sont des cellules qui sont sensibles à la lumière. C'est à peu près 2% des cellules de la rétine. Ce sont des cellules qui ne sont pas responsables de la vision. Elles sont responsables de percevoir la lumière. Ce qui peut expliquer par exemple que certaines personnes aveugles continuent à avoir un rythme veille-sommeil. Il est donc essentiel de s'exposer tous les jours à la lumière. La lumière, la lumière visible, c'est une radiation avec un spectre qui correspond à une longueur d'onde entre 340, donc ce qui est plutôt du bleu, jusque 780 nanomètres, le rouge. Et ces différences en nanomètres, ça correspond aussi à des différences dans la quantité de photons qu'on reçoit. Et donc, c'est-à-dire la quantité d'énergie. Donc, moins d'énergie dans le bleu, plus d'énergie dans le rouge. Et l'intensité lumineuse, ça se mesure en lux. Et quand on va dehors, on peut recevoir entre 25 000 lux dans une journée avec, disons, beaucoup de nuages, jusqu'à 100 000 lux en plein soleil. Et dans un bureau, on n'est pas plus qu'à 500 lux. Donc l'exposition à la lumière, c'est essentiel et je parle de la lumière dehors. Et ça va influencer énormément notre rythme circadien. La lumière le matin, dès qu'on se réveille, et si possible dehors, ça va permettre d'avancer l'horloge interne, alors que la lumière qu'on reçoit le soir, elle va retarder l'horloge interne. Le type de lumière, ça compte aussi, parce que les cellules de la rétine, elles sont sensibles à des lumières qui sont surtout dans le bleu-vert, et ça va influencer la production de mélatonine directement aussi. Il faut donc essayer de s'exposer tous les jours à la lumière naturelle, et en particulier le matin. Ce qui va permettre d'avoir un bon sommeil, qui va arriver plus tôt le soir parce qu'on a reçu de la lumière le matin, qui va augmenter la durée du sommeil, qui va aussi améliorer sa qualité. Donc, des aspects pratiques, c'est le matin, si on peut, amener les enfants à l'école à pied, ou alors vous vous garez plus loin du bureau, vous sortez du bus un peu plus tôt. Non seulement tout ça c'est bien parce que ça augmente un peu notre activité quotidienne, mais surtout, ça permet de passer du temps dehors, ce qui améliore la qualité de son sommeil. Chez soi, le type de lumière et leur position est aussi importante.
Par exemple, on peut choisir des lumières blanches pour les plafonds, ce qui a aussi un effet stimulant. Donc pour ça, on peut utiliser les LED avec, beaucoup de luminosité et pour le soir, c'est mieux de préférer de changer, d'utiliser des lumières jaunes qui sont localisées sous les yeux, sur le côté. Par exemple, une bonne routine, c'est d'aller se coucher avec un bouquin, passer une vingtaine de minutes avec une lampe de chevet jaune, donc pas de tablette. Tout ce qui est tablette, écran sur, ordinateur et aussi, évidemment smartphone. Même s'ils ont des filtres bleus, c'est pas vraiment efficace. En tout cas, ce que j'ai lu récemment, c'est qu'il y a pas d'effet prouvé sur les filtres. Ce qui était prouvé, c'est que de réduire la luminosité des tablettes, ça a un effet plus efficace. L'adénosine. Alors, comment est-ce qu'on accumule de la fatigue? Donc l'adénosine, c'est un composé organique qui est commun dans la nature. Par exemple, c'est un des composants qu'on retrouve dans l'ADN ou dans l'ARN. Ce qui est important ici, c'est que c'est aussi le composant qu'on retrouve dans l'ATP, mais aussi ADP, AMP. Donc l'ATP, adénosine triphosphate, diphosphate ou monophosphate pour AMP, c'est le fuel de toutes les cellules. Donc l'ATP, en fait, il est hydrolysé, et quand c'est hydrolysé, ça libère de l'énergie en cassant les liaisons avec le groupe phosphate, et c'est l'énergie qui est utilisée dans nos cellules, donc pour l'activité quotidienne de toutes les cellules du corps humain. Et dans le cerveau, comme dans tous les organes, l'adénosine est retransformée en ATP. Et ça se fait typiquement dans les mitochondries par glycolysis. Ce qui est intéressant ici à savoir, c'est que la vitesse de recyclage pendant la veille, elle est plus faible que la vitesse d'accumulation. Ça veut dire que pendant la journée, dans notre cerveau, on accumule globalement de l'adénosine. Donc l'adénosine, ça se fixe sur des récepteurs neuronaux, et ces récepteurs à l'adénosine, ils promeuvent le sommeil, et ils inhibent l'excitation. Donc plus on reste éveillé longtemps, et plus on accumule d'adénosine, et donc on a plus envie de dormir. Et ce processus, il est indépendant du cycle veille-sommeil. Pendant les phases de sommeil, lent et profond, l'activité cérébrale est réduite. Du coup, la vitesse de recyclage de l'adénosine est plus rapide que celle de production, et ça veut dire que globalement, on réduit la quantité d'adénosine. Une façon simple de bloquer l'activité de l'adénosine, c'est de prendre du café. La caféine, c'est un antagoniste des récepteurs à l'adénosine. Donc ça veut dire que la caféine, elle bloque les récepteurs, mais sans agir dessus. Le fait que l'adénosine, elle peut plus se fixer sur les récepteurs, puisqu'à la place on a de la caféine, ça signifie que la caféine réduit la fatigue de façon indirecte, en réduisant globalement l'activité des récepteurs à l'adénosine. Et cette réduction d'activité, ça conduit à un accroissement de dopamine. La dopamine, vous avez déjà entendu parler, c'est un neurotransmetteur à la base des circuits de la récompense, d'où une petite addiction à la caféine. Ces réductions d'activité, c'est aussi un accroissement en norépinéphrine, qui est un stimulant, et en glutamate, qui est aussi neurotransmetteur excitatoire. Donc quelles sont les pratiques qu'on peut suivre pour mieux dormir? L'idée derrière d'avoir des pratiques et une routine, c'est d'avoir un bon rythme veille-sommeil. Et donc, s'assurer d'avoir un maximum de lumière le matin, c'est essentiel, ce qui aide à l'endormissement le soir. Et ce qu'on veut faire le soir, c'est calmer notre système nerveux. Donc 3 choses possibles. On peut inhiber la production de neurotransmetteurs excitatoires, donc par exemple, surtout pas de caféine, mais aussi éviter de faire, du sport. Par contre, on peut faire des étirements, des automassages et cetera. On peut augmenter la quantité, de mélatonine ou on peut augmenter la quantité d'adénosine. Alors pour la mélatonine, évidemment, on peut prendre des compléments. Il y a un résumé qui a été fourni par le NIH de toutes les preuves scientifiques, actuelles. Et dans ce résumé, on peut lire que en fait, les compléments en mélatonine, ça aide les gens qui ont des problèmes d'endormissement. Ça aide aussi beaucoup contre le jet lag. Par contre, ça a pas d'efficacité prouvée si vous avez une insomnie chronique, c'est-à-dire les gens qui s'endorment très tard, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin et ça, depuis plus d'un mois. Dans ces cas-là, il faut aller consulter. Prendre des compléments en mélatonine, ça ne va pas vous aider. Et d'autre part, ça n'a aussi pas d'avantage pour les gens qui travaillent postés. Donc si vous avez travaillé de nuit, vous rentrez chez vous le matin, vous voulez vous coucher, prendre de la mélatonine, ça ne va pas vous aider non plus. Enfin, à savoir sur la mélatonine, il faut faire attention au surdosage.
Typiquement 1 milligramme, ça suffit. On peut monter jusqu'à 5 milligrammes, c'est personnellement ce que je prends, quand j'ai du jet lag. Mais au-delà, ça peut interagir avec la production de cortisol, donc l'hormone du stress, et aussi avec le cycle menstruel chez la femme. Donc faites très attention aux doses que vous prenez. Ma recommandation, c'est en général de ne pas en prendre, sauf pour le jet lag. Et si ça fait quelques jours que l'endormissement est difficile, occasionnellement, ça peut aider. Mais en complément d'une bonne exposition à la lumière. Une bonne alternative à la mélatonine, c'est de jouer avec la température. Parce que les noyaux suprachiasmatiques, qui contrôlent les rythmes circadiens, sont sensibles à la température corporelle. Typiquement, la température corporelle, ça augmente jusqu'en fin d'après-midi, puis ça redescend dans la nuit, on parle d'environ 1 degré de différence. En agissant sur la température corporelle, on agit sur l'aire préoptique de l'hypothalamus, qui elle-même va agir sur les noyaux suprachiasmatiques, et donc ça va stimuler la glande pinéale à la production de mélatonine. Donc on se refroidit, et ça aide à l'endormissement. Une façon facile de se refroidir, c'est de prendre un bain ou une douche chaude, 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Et l'eau chaude, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer de la vasodilatation en surface, et ça, en retour, ça va refroidir le corps. Et si on utilise évidemment du chauffage à la maison, il faut s'assurer de faire redescendre la température. Typiquement, ce qui est conseillé, c'est entre 16 et 20 degrés. Et à l'inverse, l'été, il faut s'assurer que ce soit bien ventilé et de laisser la chambre dans l'ombre la journée pour l'avoir aussi froide que possible le soir. Un dernier complément alimentaire, c'est le CBD. Donc c'est une alternative à prendre de la mélatonine ou d'essayer de se refroidir pour booster la mélatonine. Donc le CBD ou cannabidol, ce que ça fait, c'est que ça accroît les niveaux d'adénosine. Donc ça veut dire on va avoir en plus envie de dormir. Et ça fait ça en inhibant la récapture d'adénosine. Et comme on a plus d'adénosine, ben, on a plus envie de dormir. En plus de son action sur l'adénosine, le CBD aussi agit sur les récepteurs sérotoninergiques, ce qui peut promouvoir la relaxation et réduire les symptômes d'anxiété. Ça a aussi une action anti-inflammatoire et analgésique, ce qui peut aider les gens à s'endormir pour ceux qui ont des douleurs chroniques ou aiguës. Et typiquement, le CBD, ça prend entre une demi heure à 2 heures, quand on prend ça en infusion ou en gomme, pour atteindre ses concentrations maximum et ça va durer jusqu'à 6 à 8 heures. Je ne conseille pas de prendre d'autres formes, je sais très bien qu'on peut aussi l'inhaler, par exemple en cigarette électronique, mais clairement, c'est pas une bonne chose. Il y a de plus en plus de preuves, par exemple, que la cigarette électronique, ça peut aussi induire, promouvoir différents types de cancers, donc évitez autant que possible toutes les inhalations. Merci d'avoir regardé et écouté ce podcast. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne sur YouTube et sur votre app favorite, Spotify, Apple Podcasts ou autre. Toutes les sources scientifiques utilisées sont disponibles dans les show notes, en lien sur YouTube ou sur le site web. Et sur YouTube, vous pouvez aussi laisser un commentaire ou des idées, des sujets que vous aimeriez que je traite. Cela aide aussi au référencement.